Nous sommes avec Nicolas Martin, qui est promo 1994. Il est installé à Madagascar depuis de nombreuses années. Il est entrepreneur, mais pas seulement. Alors, Nicolas, merci de ta présence. Première question, pourquoi as-tu intégré l'ESCA? Bonjour Grégory, merci de m'écouter et de me laisser parler. Alors, écoute, c'est à l'époque vraiment déjà un choix de cœur et familial parce que bien que parisien, lorsque j'ai entendu dire qu'il y avait une école de commerce à Angers, j'ai envie de revenir sur la terre de mes ancêtres parce que mes grands-parents sont angevins. Donc, ça me faisait revenir un petit peu sur le lieu de mes vacances. Et au-delà de ça, à Paris, dans mon école, dans mon lycée, l'ESCA avait la cote, puisque certains y étaient allés. Il y avait une belle notoriété de l'école de commerce à Angers. Et puis, j'avais déjà un peu le profil d'un commercial, c'est-à-dire que dans mon entourage, on me disait « Ah, Nicolas, quand j'étais en terminale, toi, tu es fait pour faire du commerce. » Et j'avais déjà une petite envie d'international. Donc voilà, en mettant ces trois arguments l'un à côté de l'autre, je ne pouvais que m'orienter vers l'ESCA. Alors, qu'en retiens-tu? Alors de cette école, s'il y a vraiment, si j'ai un souvenir fort, c'est la camaraderie. Voilà, c'est un esprit d'école, un esprit de corps extraordinaire. On était une super promo avec des groupes d'amis à l'intérieur de cette promo. Et j'ai vraiment des souvenirs fantastiques de tout ce qu'on a pu faire dans le milieu associatif. Je dirais là, c'est plutôt autour des cours, hein. C'est-à-dire toute l'ambiance et toute la vie étudiante à Angers. C'était des moments formidables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces liens ne sont pas rompus parce que j'ai toujours des contacts avec eux. Et puis au-delà bien sûr de cette camaraderie, aujourd'hui, j'en retiens que grâce à cette école, aujourd'hui, j'ai une certaine polyvalence. C'est-à-dire qu'on a un peu touché à tous les domaines marketing, commerciaux, financiers, ce qui me permet aujourd'hui d'être quand même un peu à l'aise en étant chef d'entreprise, même un petit chef d'entreprise. Le fait d'avoir un petit peu touché à tout et d'être allé un peu dans tous les domaines, mais aujourd'hui, je dirais que ça m'aide. Alors, donc, l'esprit de corps, les valeurs historiques de l'ESCA qui perdurent. Alors, tu nous dis d'être orienté vers les métiers commerciaux et plus encore celui de chef d'entreprise. Quelles ont été les grandes étapes de ta carrière? À la sortie de l'ESCA, j'ai fait comme beaucoup mon service militaire, qui à l'époque était obligatoire dans les parachutistes. Et donc là, j'ai encore vécu un esprit de corps différent de l'ESCA, mais que j'ai apprécié. Et mon premier emploi était d'être commercial pour une société pétrolière. J'ai travaillé pendant 9 ans pour le groupe Total. Donc, au départ, j'étais comme beaucoup. Je me suis fait la main. Voilà, je me suis fait la main dans un grand groupe, aussi bien en vendant des produits qu'après en faisant du marketing. Donc, ça a été 9 ans chez Total. Et je crois qu'au bout de ces 9 ans, j'ai senti que j'avais besoin d'un challenge. J'ai senti que être salarié, c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait le plus. J'ai envie de quitter cette société pour me mettre à mon compte. Donc ça a été vraiment un virage à 90 degrés. Et là, j'ai créé une société d'événementiel à Paris, spécialisée plutôt dans tout ce qui est sport de glisse. Et ça a été le lien avec Madagascar, puisque c'est lorsque j'étais patron de cette société d'événementiel que je suis allé à Madagascar pour organiser un événement. Et à l'occasion de ce voyage, donc ça a été un autre virage, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un hôtel, créer une structure à Madagascar. Voilà, ça c'est, on va dire, le parcours qui m'a amené à Madagascar, en quelques mots. Alors, c'est très intéressant. Tu nous parles de sport de glisse. Ça t'est venu comment à Paris? Alors, à Paris, c'était bien entendu pas évident de naviguer sur la Seine, sur le lac de Créteil ou des Yvelines, mais voilà, mon père m'a initié à la voile tout petit. On avait une résidence, lui avait une résidence secondaire comme beaucoup de Parisiens au bord de la mer.
Et c'était ma boîte d'oxygène. Hein, j'attendais mes vacances hein, quand j'étais à l'école. Moi, c'était la mer. Voilà. J'ai toujours eu cette passion pour la mer. Et j'ai vu arriver, quand j'avais 12 ans, la naissance du windsurf, de la planche à voile. Je m'y suis mis très, très jeune. Ça ne m'a jamais quitté. C'est vraiment devenu une passion. Et j'ai voulu faire de ma passion un métier, puisque j'ai créé à l'époque une école de planche à voile qui est maintenant aussi de kitesurf. Mais voilà, ça, c'est vraiment une passion dévorante même. Super. Et donc, alors, tu es amené donc, à aller à Madagascar pour un événement. C'était une première rencontre. Comment s'est faite cette découverte peut-être? Alors, la compétition, disons que la compétition en elle-même, je l'ai organisée en étant basé à Paris, mais c'était le lien, c'est que j'avais un associé à Hawaï qui avait entendu parler de Madagascar, mais c'était très flou à l'époque, on connaissait mal, et qui avait vu passer des photos. Il y avait moins d'internet à l'époque, il avait vu passer quelques photos de vent et de vagues au nord de Madagascar. Et donc on s'est dit, c'est vraiment l'occasion de faire du buzz en étant les premiers à faire de l'image au nord de Madagascar avec cette compétition. Et donc voilà, ça a été le lien. Et ensuite, à Madagascar, j'ai complètement flashé sur le lagon, le spot sur lequel on était, qui s'appelle le lagon de la mer d'Émeraude. Et c'est ce qui m'a donné envie d'y revenir en tant qu'opérateur touristique. Alors, donc, tu y construis donc, comment dire, cette école de windsurf, mais pas seulement, tu y installes aussi un hôtel. Comment tu t'organises? Comment tu construis tout ceci? Écoute, on va dire, c'est un peu du bon sens, c'est-à-dire que j'avais aucune connaissance en construction, mais enfin, tu t'organises comme quand, par exemple, tu joues au Lego ou au Playmobil, ou quand j'étais scout, enfin, tu fais au mieux en essayant d'essayer de trouver des éléments autour de toi pour t'aider, c'est-à-dire un maçon, un menuisier. Donc, j'ai cherché dans la ville des gens pour m'aider. Et j'ai fait l'architecte. Voilà, donc je suis parti d'une feuille blanche et j'ai construit mon petit hôtel comme un jeu de Lego au bord de la mer. Alors, voilà, les gens ici sont très débrouillards et très doués. Et on a réussi comme ça en quelques mois à construire ce qui ressemblait quand même de près ou de loin un hôtel avec un restaurant et un club de planche à voile. Eh oui, et qu'est-ce que tu en retiens? Quelles opportunités, quelles difficultés? Alors, la principale difficulté, c'est de comprendre déjà les gens avec qui je travaillais à l'époque, puisque on a on peut l'imaginer, des coutumes, des cultures très différentes. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'autre, l'écouter et se faire entendre également. Donc, un gros travail de communication pour arriver à construire quelque chose ensemble. Et un travail d'équipe. Et ce qui est assez génial, c'est qu'aujourd'hui, mes cadres d'aujourd'hui, donc ça fait 15 ans qu'on a construit, sont ceux qui ont construit je les ai gardés, sont ceux qui ont construit l'hôtel. C'est-à-dire que le maçon, le menuisier de l'époque sont aujourd'hui, il y en a par exemple, il y en a qui est direct, qui est responsable de l'hôtel, un autre qui est prof de kite. Enfin, voilà. Ils sont tous restés en changeant de métier pour être avec moi. Donc c'était vraiment une histoire, une grande histoire humaine. Super. Et donc, tu es très bien là-bas, manifestement. Euh, comment tu envisages l'avenir? Alors, j'y suis très bien. On avait une activité florissante jusqu'en 2019. Voilà, malheureusement, le Covid, alors nous a pas épargné puisque on a été touché de plein fouet dans ces pays sous-développés qui sont déjà des pays où la vie est difficile. Alors le Covid a vraiment nous a laminé. On travaille quasiment plus depuis 2 ans. Mais je me suis dit bon allez autant utiliser le temps que j'ai pour m'imprégner, pour connaître mieux ce pays.
comme j'avais déjà, depuis quelques années, commencé un peu à m'intéresser à l'histoire de Madagascar, là, je me suis dit, je vais maintenant écrire un livre sur Madagascar. Donc voilà, donc j'ai été aussi aidé par ma femme, alors parce qu'entre-temps, bon, je me suis marié à Madagascar, ma femme est originaire d'Antananarive, la capitale, et voilà, donc je me suis de plus en plus imprégné à la culture malgache jusqu'à devenir, entre guillemets, historien, enfin en herbe, mais à faire de travailler sur un sujet assez peu connu, puisque finalement même des académiciens m'ont chaleureusement félicité pour mon travail. Je me suis complètement immergé pendant ces 2 ans de Covid dans l'histoire de Madagascar. Donc c'est voilà, c'est on va dire un autre volet de mon activité qui va sans doute s'arrêter là, puisque là maintenant l'idée c'est quand même de retravailler et de regagner ma vie, parce que le livre c'est très sympa, mais ça ne fait pas bouillir la marmite. Alors, parle-nous de cet ouvrage. Déjà, on va commencer par le titre. Alors, le titre de mon livre, c'est Symboles royaux et rivalité à la cour de Radama II. Voilà, donc je me suis intéressé à un roi de Madagascar qui s'appelait le roi Radama II, un jeune roi bienveillant et un des premiers rois à ouvrir son pays sur l'extérieur, et qui a eu un règne malheureusement très court, puisqu'il a été étranglé, assassiné au bout de 16 mois de règne. Donc, il n'a pas régné longtemps, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas très bien. Mais c'est un roi attachant, et c'est un roi qui a vécu qui a régné en 1861, enfin 62. Et en plus, le 19e est vraiment la partie de l'histoire qui m'intéresse le plus, en même temps que Napoléon III. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis bien. Voilà, j'ai vécu pendant 2 ans à la cour de Radama II, tellement j'étais immergé dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre? Quelles sont les curiosités historiques? Je pense que ce qui peut vraiment intéresser le lecteur, c'est de découvrir beaucoup d'anecdotes sur l'ouverture du pays à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de me mettre dans la peau des aventuriers qui sont arrivés pour la première fois à la cour de Madagascar. Et je décris l'émerveillement des Anglais ou des Français qui sont reçus les premiers par le roi qui les a chaleureusement reçus. Et donc, il y a beaucoup d'éléments très intéressants. C'est très étonnant parce qu'ils étaient tellement différents les uns des autres qu'on arrive à beaucoup de petites histoires assez rocambolesques. Et dans un pays qui était tellement fermé sur l'extérieur, voilà, c'est beaucoup d'histoires, d'intrigues, de curiosités, d'éléments sur une période très très peu connue finalement de l'histoire de Madagascar. D'accord. Quelle perspective pour ton ouvrage? T'es auto-publié? Comment tu t'en es sorti? Comment tu t'es débrouillé là-dessus? Alors pour ce livre, c'était un peu, voilà, j'ai fait le plus simple possible. Je me suis adressé à une imprimerie à Tananarive avec somme toute un prix quand même relativement modeste. Donc ça m'a permis moi d'être auto-éditeur, c'est-à-dire de publier moi-même mon livre. Il a été publié à 1000 exemplaires et je le vends moitié-moitié à peu près en France et à Madagascar. Donc à Madagascar, il est vendu dans les librairies d'Antananarive, ça marche un peu, ça va. Et puis à Paris, enfin en France, pardon, pour le moment, il est vendu sur les sites les plus connus comme eBay ou Amazon. Mais bon, là, par exemple, pour donner une ordre d'idée, bon, j'ai fait à peu près, je crois que je l'ai publié à 1000 exemplaires. Il est sorti en septembre et j'ai réussi à en vendre à peu près la moitié. Donc, tu vois, c'est pas mal, je suis content. J'ai vendu 500 livres. Voilà, je pensais peut-être pas en vendre autant. Mais Ouais. ça plaît aux gens curieux, aux gens qui ne connaissent pas, aux étrangers qui ne connaissent pas l'histoire de Madagascar. Ça plaît aux passionnés d'histoire, aux collectionneurs. Et puis, ça plaît bien sûr aussi aux malgaches, la diaspora malgache à Paris qui doit avoir un lien avec son pays. Et puis, ici à Madagascar, surtout à Tananarive, il y a quand même beaucoup de malgaches qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette période royale sur laquelle on a peu écrit. Donc, voilà, c'est un avantage.
Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter à ce stade de notre interview? Alors, te dire que même à Madagascar, on a un petit réseau ESCA, puisqu'on s'est retrouvé à Tana avec quelques copains. Alors, je ne les connaissais pas, moi, lorsque j'étais à l'école, mais on est un petit groupe, on n'est pas nombreux, hein, des promos au-dessus et en dessous de la mienne. Et donc, on se voit de temps en temps. C'est assez sympa. Donc, même au bout du monde, à Antananarive. Alors, on n'a pas créé un bureau, peut-être qu'on pourrait le faire, ça pourrait peut-être déboucher là-dessus, en animant un peu plus. Communiquer sur Antananarive en disant aux jeunes qui sortent d'école, il y a beaucoup de postes d'expat intéressants. Parce que j'ai beaucoup d'amis, moi, qui, après un diplôme, alors que ce soit l'ESCA ou un autre, viennent faire une première expérience à Madagascar. Et je pense qu'on peut avoir accès à des postes plus importants qu'en France. Voilà, pour les premiers postes, des postes avec plus de polyvalence, avec la possibilité de diriger plus de monde dans plus de domaines. Et peut-être que les jeunes, voilà, un message à faire passer, les jeunes diplômés ont peut-être pas ça à l'esprit. Il y a des opportunités d'embauche dans des pays comme Madagascar, Antananarive, parce qu'il y a beaucoup de sociétés et on est un peu en manque de matière grise, de jeunes diplômés, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles et d'universités à Tana. Et donc ça, c'est une perspective que les jeunes diplômés de l'ESCA doivent avoir. Voilà, si je peux passer ce message. Eh ben, c'est un premier message aux alumni qu'on prend. Est-ce que tu en as d'autres? Quels sont tes… Donc, est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Oui, alors dire que dans la vie, il faut vivre ses rêves. C'est-à-dire que tous les parcours sont bons. Il ne faut pas forcément vouloir reproduire des schémas classiques, là, parce que moi, mon schéma est assez atypique. Et je dirais que la principale atout, ce qu'il fallait retenir une chose, c'est de ne pas se poser trop de questions et de foncer. Et de vouloir vraiment réaliser ses rêves. Il n'y a pas de limite, aussi bien dans géographique que technique, que scolaire, académique. Il faut vraiment foncer dans tous les domaines et réaliser des projets. Et puis voilà, moi je suis passé d'une vie de salarié dans un grand groupe à celle d'entrepreneur. Et entrepreneur, c'est assez magique puisqu'on ne compte pas son temps. Peut-être qu'on travaille plus, mais ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait, puisqu'on crée de la valeur, on crée son entreprise et on la développe. Alors que dans un groupe, on est quand même un peu cantonné, hein, dans une multinationale. Une personne ne va pas rajouter de la valeur ajoutée énorme dans un. Mais voilà, pour ceux qui peut-être se cherchent dans le monde de l'entreprise classique, bien avoir à l'esprit que l'entrepreneuriat, ça débouche sur autre chose et ça peut générer une autre forme de motivation. Super, bah on prend ce nouveau message. Est-ce qu'on s'est tout dit? Écoute, en tout cas, ça m'a permis de dire pas mal de choses. Voilà, j'espère revenir à Angers vous voir. Là, ces derniers temps, j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux, mais là, je vais sans doute essayer de suivre un peu plus attentivement tout ce qui se passe. Là, depuis 2 ans avec le Covid, j'étais un peu en mode veille. Et puis, dans ma grotte à écrire mon livre, je ne vivais et je ne pensais qu'avec mon roi. Mais continuer, voilà, le réseau, c'est super important, hein, bien sûr, et c'est grâce aussi au réseau qu'on a des opportunités, pas seulement d'embauche, mais aujourd'hui dans nos entreprises, comme jeune chef d'entreprise, c'est des opportunités quotidiennes. Alors, transition toute trouvée, tu sais qu'à l'ESCA, nous aimons l'histoire. Eh bien, nous lançons le club Culture et Patrimoine dans même pas un mois, avec une visite exceptionnelle du Sénat. Hein. Et puis, évidemment, nous allons faire un tour de France de nos sites les plus emblématiques, patrimoniaux, historiques. Alors, évidemment, n'hésite pas. Hein. Et puis, encore une fois, si tu veux mettre ta pierre à l'édifice à Madagascar et nous faire découvrir des endroits emblématiques et historiques, eh bien, on serait ravis. Hein. Non, c'est une excellente idée, j'adhère. La première visite sera en février, non, au Sénat, Oui, c'est ça? absolument, absolument.
C'est sur notre site. Ah ben, je vais regarder. Si je rentre en France à ce moment-là, je me joindrai à vous. Ça nous donnera l'occasion de se rencontrer. Et puis, je viendrai avec quelques livres. Là, je vous montre mon livre, comme ça, voilà. Ouais, Mon super. livre, mon roi, voilà. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, hein, vous le trouvez sur, je fais un peu ma pub, sur le Radama 2 de Nicolas Martin sur eBay et Amazon. Et puis, je t'en amènerai un exemplaire au mois de février pour le président du Sénat aussi, bien sûr. Avec grand plaisir. Bah, merci Nicolas, on va se quitter. Merci Merci encore. Grégory. Et puis, Merci à toi. on se dit à très bientôt. Eh ben, très bientôt, ça marche. J'ai pris note de tous ces prochains rendez-vous. Merci encore. À très bientôt.